Dans l'épisode précédent, on a vu comment mesurer la mobilité sociale. On a distingué mobilité intergénérationnelle, mobilité professionnelle et mobilité géographique. On a expliqué les tables de destinée et de recrutement, la reproduction sociale, la mobilité ascendante, le déclassement, la mobilité observée, la mobilité structurelle et la fluidité sociale. Il faut maintenant répondre à une autre question. Qu'est-ce qui explique la mobilité sociale? Pourquoi certains individus changent-ils de position sociale par rapport à leurs parents, tandis que d'autres reproduisent leur origine? Les trois grands facteurs à comprendre sont l'évolution de la structure socio-professionnelle, le niveau de formation et les ressources familiales. Le premier facteur est l'évolution de la structure socio-professionnelle. Une partie de la mobilité sociale s'explique par la transformation des emplois disponibles d'une génération à l'autre. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la société française a connu une forte baisse de la part des agriculteurs, un recul relatif du monde ouvrier industriel, une montée des emplois de services, une progression des professions intermédiaires et des cadres, une élévation générale des qualifications et une féminisation de l'emploi. Ces transformations créent mécaniquement des flux de mobilité. Si le nombre d'agriculteurs diminue fortement, les enfants d'agriculteurs ne peuvent pas tous devenir agriculteurs. Si le nombre de cadres et de professions intermédiaires augmente, certains enfants issus de milieux populaires peuvent accéder à ces positions nouvelles. La structure des emplois agit donc comme un moteur de mobilité. C'est ce qu'on appelle la mobilité structurelle. Elle ne dépend pas seulement des efforts individuels, ni seulement de l'école, ni seulement des familles. Elle vient du fait que la société ne propose pas les mêmes places à deux générations successives. Une génération de parents pouvait vivre dans une société plus industrielle, plus agricole, avec moins de diplômes et moins d'emplois qualifiés. La génération des enfants peut entrer dans une société plus tertiarisée, plus diplômée, plus urbaine, plus féminisée, avec davantage d'emplois dans les services, l'encadrement, l'éducation, la santé ou les professions intermédiaires. Une partie de la mobilité ascendante observée pendant certaines périodes vient donc de la création de postes plus qualifiés. Quand la structure sociale s'élève, elle ouvre des possibilités de promotion pour des individus issus de milieux moins favorisés. Mais ce moteur a des limites. Si la progression des emplois qualifiés ralentit, les possibilités de mobilité ascendante structurelle se réduisent. Si le nombre de diplômés augmente plus vite que le nombre de postes qualifiés, certains individus peuvent connaître un déclassement. Si l'économie crée surtout des emplois très qualifiés d'un côté et des emplois peu qualifiés ou précaires de l'autre, la structure sociale peut se polariser. La mobilité dépend alors non seulement du mérite ou de la formation, mais aussi du type d'emploi que l'économie crée. On ne peut pas tous devenir cadre si la structure productive ne crée pas suffisamment de postes de cadre. La mobilité sociale est donc liée à la croissance, au progrès technique, à la tertiarisation, aux politiques économiques et à l'organisation du marché du travail. Le deuxième facteur est le niveau de formation. L'école est souvent présentée comme le grand moteur de la mobilité sociale parce qu'elle peut permettre à un enfant d'origine modeste d'obtenir un diplôme, puis d'accéder à une position plus élevée que celle de ses parents. Dans les sociétés démocratiques, l'école repose sur un idéal d'égalité des chances. Les élèves devraient être évalués selon leur travail, leurs compétences et leurs résultats, et non selon leur origine sociale. En théorie, le diplôme doit donc permettre de réduire le poids de la naissance. Il transforme des compétences scolaires en opportunités professionnelles. L'élévation du niveau de formation a effectivement joué un rôle majeur dans la mobilité sociale. La prolongation des études, l'accès plus large au secondaire puis au supérieur, la diffusion du baccalauréat et la montée des qualifications ont permis à une partie des enfants de milieux populaires d'accéder à des emplois plus qualifiés que ceux de leurs parents. Le diplôme peut protéger contre le chômage, faciliter l'accès à l'emploi stable, ouvrir des carrières, donner une reconnaissance sociale et permettre une mobilité ascendante. Pour beaucoup d'individus, l'école est donc un instrument réel de transformation du destin social. Mais l'école ne supprime pas la reproduction sociale. C'est l'un des points les plus importants du chapitre. Les chances de réussite scolaire restent liées à l'origine sociale. Les familles ne transmettent pas seulement de l'argent, elles transmettent aussi des ressources culturelles, des habitudes de langage, des façons de se comporter, des informations sur les filières, des attentes scolaires, une familiarité avec les livres, les institutions et les codes de l'école. Les enfants de milieux favorisés arrivent souvent à l'école avec des ressources plus proches de celles qui sont valorisées par l'institution scolaire. Ils peuvent bénéficier d'un environnement de travail, d'aide aux devoirs, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'un accès à l'information et de stratégies d'orientation plus efficaces. À l'inverse, les enfants de milieux populaires peuvent réussir, mais ils doivent parfois franchir davantage d'obstacles. La notion de capital culturel est utile ici.
Elle désigne l'ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Connaissances, langage, références, diplômes, familiarité avec certaines pratiques, capacité à maîtriser les codes scolaires. Ce capital culturel est inégalement réparti selon les milieux sociaux. L'école valorise officiellement le travail et le mérite, mais elle valorise aussi des compétences qui sont plus facilement acquises dans certains milieux familiaux. Cela ne veut pas dire que l'école serait inutile ou que les élèves de milieux populaires seraient condamnés. Cela signifie que la compétition scolaire n'est pas totalement neutre. Tous les élèves ne disposent pas des mêmes ressources pour y réussir. Les stratégies familiales jouent aussi un rôle. Les familles les mieux dotées peuvent mieux choisir les établissements, les options, les filières, les activités extrascolaires, les stages, les formations ou les lieux de résidence associés à de meilleures opportunités. Elles connaissent mieux le système éducatif, anticipent davantage les choix d'orientation et savent parfois éviter les filières les moins valorisées. Les familles non populaires peuvent avoir des aspirations fortes pour leurs enfants, mais disposer de moins d'informations, de moins de temps, de moins de ressources économiques ou d'un rapport plus distant à l'institution scolaire. Les choix d'orientation ne sont donc pas seulement des choix individuels, ils sont socialement situés. Il faut aussi comprendre que le diplôme n'a pas la même valeur selon l'origine sociale. Deux personnes ayant le même diplôme peuvent ne pas avoir les mêmes débouchés si elles ne disposent pas des mêmes réseaux, de la même aisance dans les entretiens, du même accès aux stages, de la même capacité à financer une mobilité géographique ou une période d'insertion difficile. Les familles favorisées peuvent soutenir plus longtemps les études, financer un logement près d'une université, encourager une classe préparatoire, payer des concours, aider à trouver un stage ou mobiliser un réseau professionnel. Les familles moins favorisées peuvent rencontrer des contraintes financières plus fortes qui poussent à choisir des études plus courtes, plus proches du domicile ou plus directement professionnalisantes. Le diplôme est donc un moteur de mobilité, mais son rendement social dépend aussi des ressources familiales. Le troisième facteur est donc précisément l'ensemble des ressources et configurations familiales. La famille est un lieu de transmission. Elle transmet un patrimoine économique, mais aussi un capital culturel, un capital social, des ambitions, des normes, des manières de parler, des habitudes, des informations, et une confiance en soi plus ou moins adaptée aux institutions scolaires et professionnelles. Le capital économique permet de financer les études, le logement, les déplacements, les activités culturelles, l'équipement numérique, les cours particuliers ou les périodes sans revenus. Le capital culturel permet de comprendre les attentes scolaires, de maîtriser les codes de langage, de se projeter dans des études longues et de se sentir légitime dans certains espaces. Le capital social désigne les relations mobilisables. Famille, amis, anciens élèves, collègues, connaissances professionnelles. Il peut aider à trouver un stage, un emploi, une information ou une recommandation. Ces ressources familiales favorisent la reproduction sociale. Les enfants de milieux favorisés héritent souvent d'un ensemble d'avantages qui rendent de plus probable leur maintien dans une position élevée. Les enfants de milieux populaires peuvent bien sûr connaître une mobilité ascendante, mais ils disposent en moyenne de moins de ressources pour affronter la compétition scolaire et professionnelle. Cela ne signifie pas que les trajectoires individuelles seraient entièrement déterminées. Cela signifie que les chances ne sont pas égales au départ. La mobilité sociale existe, mais elle se fait dans un espace structuré par des héritages inégaux. Les configurations familiales comptent aussi. Grandir dans une famille nombreuse, dans une famille monoparentale, dans un couple biactif, avec des parents diplômés ou non diplômés, avec un parent au chômage ou en emploi stable, avec une forte disponibilité parentale ou au contraire des contraintes de temps importantes, ne produit pas les mêmes conditions de socialisation. La taille de la fratrie peut influencer les ressources disponibles pour chaque enfant. La stabilité économique du foyer peut influencer la capacité à se projeter dans des études longues. Le rapport des parents à l'école peut encourager ou limiter certaines ambitions. Là encore, il ne s'agit pas de dire qu'une configuration familiale produit automatiquement un destin, mais qu'elle modifie les ressources et les contraintes. Le genre intervient aussi dans les facteurs de mobilité. Les filles réussissent souvent bien scolairement, mais elles ne se dirigent pas toujours vers les mêmes filières que les garçons, et elles ne transforment pas toujours leur diplôme en carrières équivalentes. Les socialisations de genre influencent les aspirations, le rapport aux disciplines, les choix d'orientation, la confiance dans certains domaines, puis les carrières professionnelles. Les normes familiales et sociales peuvent encourager certaines trajectoires et en décourager d'autres. La mobilité sociale des femmes a été fortement transformée par l'accès à l'éducation et à l'emploi, mais elle reste encadrée par la division sexuée du travail et les inégalités professionnelles. Le territoire peut également favoriser ou freiner la mobilité.
Un enfant vivant dans un territoire bien doté en établissements scolaires, transports, activités culturelles, réseaux professionnels et emplois qualifiés n'a pas les mêmes opportunités qu'un enfant vivant dans un territoire isolé ou stigmatisé. Le lieu de résidence influence l'accès aux stages, aux formations, aux informations, aux modèles de réussite et aux ressources scolaires. La mobilité géographique peut être une condition de mobilité sociale, mais elle a un coût. Partir étudier dans une grande ville, accepter un emploi loin de sa famille, financer un logement ou se déplacer quotidiennement suppose des ressources. Les individus les mieux dotés peuvent plus facilement transformer les opportunités territoriales en mobilité sociale. Le marché du travail joue enfin un rôle décisif. La mobilité sociale ne dépend pas seulement de la formation, elle dépend aussi des emplois disponibles, des critères de recrutement, des discriminations éventuelles, de la stabilité des postes, des possibilités de promotion interne et des réseaux professionnels. Une économie qui propose de nombreux emplois qualifiés, des carrières ascendantes et des passerelles entre métiers offre plus d'opportunités de mobilité. Une économie marquée par le chômage, la précarité, la segmentation du marché du travail ou la fermeture de certains secteurs réduit ces opportunités. Les entreprises, les administrations et les professions ne recrutent pas toujours de manière parfaitement méritocratique. Les réseaux, les stages, les codes sociaux, l'adresse, le genre ou l'origine perçue peuvent influencer les trajectoires. Il faut donc comprendre que la mobilité sociale résulte d'une combinaison de facteurs. La structure socio-professionnelle crée des places, l'école distribue des diplômes, les familles transmettent des ressources. Le marché du travail transforme ou non les diplômes en position. Le territoire ouvre ou ferme des opportunités, le genre et les normes sociales orientent les trajectoires, aucun facteur ne suffit seul. Un enfant de milieu populaire peut réussir scolairement, mais se heurter à des contraintes financières ou à un manque de réseau. Un enfant de milieu favorisé peut moins réussir scolairement, mais bénéficier d'un patrimoine, d'un réseau ou d'un soutien familial. Un diplôme peut permettre l'ascension si le marché du travail crée des emplois correspondants, mais conduire à une frustration si les postes qualifiés sont insuffisants. La mobilité sociale est donc un processus, pas un simple résultat. Cette analyse permet de nuancer l'idée de méritocratie. La méritocratie suppose que les positions sociales soient attribuées selon le mérite individuel. Cet idéal est important dans les sociétés démocratiques, parce qu'il s'oppose au privilège de naissance. Mais les sciences sociales montrent que le mérite lui-même se construit dans des conditions inégales. Travailler beaucoup, avoir confiance en soi, connaître les bonnes filières, savoir se présenter, pouvoir faire des études longues, disposer d'un espace calme, être encouragé, avoir des modèles, tout cela dépend en partie de l'environnement social. La réussite individuelle existe, mais elle ne doit pas masquer les inégalités de ressources. L'enjeu n'est donc pas de nier les efforts, mais de comprendre que les efforts ne s'exercent pas dans les mêmes conditions. Pour le bac, la conclusion à retenir est d'éclair. Les facteurs de la mobilité sociale sont d'abord les transformations de la structure socio-professionnelle, qui créent une mobilité structurelle lorsque les emplois d'une génération ne sont plus les mêmes que ceux de la génération précédente. Ils sont ensuite liés au niveau de formation, car le diplôme peut permettre l'accès à des positions plus qualifiées, mais ils n'effacent pas les inégalités sociales de réussite et d'orientation. Ils dépendent enfin des ressources et configurations familiales, capital économique, capital culturel, capital social, soutien familial, information, aspiration, réseau et contraintes domestiques. À ces facteurs s'ajoutent le genre, le territoire et le fonctionnement du marché du travail. La mobilité sociale existe donc bien, mais elle reste inégalement distribuée. Une société démocratique ne se juge pas seulement au fait que quelques individus puissent monter, elle se juge aussi à la manière dont elle réduit le poids de l'origine sociale sur l'ensemble des trajectoires. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.